Bienvenue. On plonge aujourd'hui au cœur d'une crise qui s'intensifie de manière assez explosive en République démocratique du Congo. Le détonateur, c'est la prise la semaine dernière de la ville d'Uvira, dans l'est du pays, par les rebelles du M23. Et ça, c'est un événement qui a vraiment mis le feu aux poudres dans toute la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, on va essayer de démêler un peu les fils de cette situation qui est incroyablement complexe. On va s'appuyer sur plusieurs articles de la presse africaine pour avoir une perspective locale, ce qui nous semble crucial. On va décortiquer les accusations qui visent directement le Rwanda, la réaction très dure des États-Unis, et puis surtout, on va parler des conséquences humaines. Et elles sont absolument dramatiques. Et pour bien piger ce qui se passe, il y a un truc essentiel à avoir en tête. Le M23, ce n'est pas juste un groupe rebelle sorti de nulle part. De très nombreuses sources, y compris l'ONU, confirment qu'il est soutenu, armé et même encadré par le Rwanda voisin. Donc quand le M23 prend une ville aussi stratégique qu'Uvira, ce n'est pas un incident isolé, c'est une escalade majeure. C'est un message très clair dans un conflit qui range la région depuis 30 ans et qui atteint un nouveau point de non-retour. Oui, et cette escalade est d'autant plus inquiétante qu'elle vise Uvira, qui est un véritable verrou stratégique et commercial vers le Burundi, vers la Tanzanie. Face à ça, la communauté internationale a réagi, mais c'est surtout Washington qui a sorti l'artillerie lourde. Le ton est monté d'une façon spectaculaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est fascinant, c'est qu'on est sorti des communiqués diplomatiques habituels, très polis, Très vague, oui. Exactement. L'ambassadeur américain à l'ONU, Mike Walls, a parlé de déception incroyable et de préoccupation profonde. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a balancé un chiffre qui change tout. Selon les renseignements américains, il y aurait entre 5 000 et 7 000 soldats rwandais qui combattent en ce moment même au Congo. 5 000 à 7 000. Là, on n'est plus dans la légation, on est dans l'accusation précise, chiffrée, faite devant le monde entier. C'est ça. Et ce n'est pas une voix isolée, hein. Tout le gouvernement américain semble s'être passé le mot. Non, c'est un véritable front uni. À Washington, le chef de la diplomatie, Marco Rubio, a menacé de prendre des mesures. Des mesures pour faire respecter des engagements qui auraient été pris envers le président Trump. Et pendant ce temps, son adjoint, Christopher Land, qualifiait la prise d'Uvira de grave erreur et il avertissait le Rwanda d'arrêter de, je cite, « jouer les mêmes vieux jeux ». C'est une offensive coordonnée du diplomate sur le terrain aux politiques dans son bureau. L'objectif, c'est de mettre une pression maximale sur Kigali. Mais alors la question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi ce changement de ton si brutal de la part des Américains? Ils ont longtemps été plutôt complaisants avec le Rwanda. C'est la question à 1 million, Bouret. Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que la patience américaine est tout simplement à bout. Ce conflit, il paralyse l'extraction de minerais stratégiques, comme le cobalt, qui sont absolument essentiels pour l'économie américaine et la transition énergétique. La deuxième hypothèse, c'est un calcul géopolitique plus large. Les États-Unis veulent peut-être réaffirmer leur influence dans une région où d'autres acteurs, je pense à la Chine, à la Russie, sont de plus en plus présents, de plus en plus actifs. Mettre un coup d'arrêt au Rwanda, c'est aussi montrer qui est le patron dans la région. Ce qui me frappe, c'est la violence des mots utilisés. La presse congolaise, elle ne s'embarrasse pas de précautions. Le quotidien quinois La Tempête des Tropiques a titré en une « Kagame a tourné Donald Trump en dérision. Ses jours sont désormais comptés ». C'est plus qu'un titre, là c'est une condamnation. D'où vient une telle assurance? Elle vient d'une source citée dans l'article, et c'est là que ça devient complètement fou. Le journal s'appuie sur un officiel américain proche de la Maison-Blanche. Il s'exprime anonymement, mais dans un langage qui n'est pas celui d'un diplomate, c'est presque un langage de gangster. Il qualifie le président rwandais Paul Kagame de « criminel de guerre incapable de tenir parole ». Criminel de guerre, le mot est lâché. Exactement, et il ajoute, je cite, « Le temps du dialogue est terminé et il est temps pour Kagame de partir ». Franchement, quand j'ai lu ça, j'ai été stupéfaite. On ne parle plus de diplomatie à ce niveau. Qualifier un chef d'État en exercice de cette façon et appeler à son départ, même sous couvert d'anonymat, c'est une rupture totale. Mais ça va même plus loin, non? Il y a un appel qui est fait directement à l'opposition rwandaise. Oui, et c'est peut-être le plus grave. Cet officiel invite les militants pro-démocratie rwandais à contacter ses réseaux aux États-Unis. C'est un appel à peine voilé à structurer, à soutenir une opposition en exil pour préparer un changement de régime. On a vraiment franchi une ligne rouge.
Il faut se souvenir que Kagame a longtemps été présenté en Occident comme le sauveur du Rwanda, celui qui a stoppé le génocide, reconstruit le pays. Cette sortie médiatique, c'est la fin officielle de cette lune de miel. D'accord. Washington vient donc de mettre un énorme coup de pression sur l'échiquier. Alors, comment Kigali et ses alliés du M23 ont-ils bougé leurs pions en réponse? La réponse a été quasi immédiate. Comme par magie, le M23 a annoncé son retrait unilatéral de la ville d'Uvira. Ah oui. Oui, le communiqué officiel, repris par les médias locaux, dit vouloir donner au processus de paix de Doha toutes les chances de réussir. Le processus de Doha, c'est-à-dire? C'est le nom donné aux accords de paix qui sont en négociation, notamment à Doha, au Qatar. Donc en apparence, c'est un geste de bonne volonté, c'est un signe d'apaisement. Ils disent même le faire à la demande de la médiation américaine. Donc le lien de cause à effet, il est clairement assumé. Un retrait unilatéral, ça sonne bien, mais bon, je me méfie toujours de ce genre d'annonce. Il y a sûrement un mais, des petites lignes dans le contrat. Évidemment, ce n'est pas un chèque en blanc. Ce retrait est très conditionnel et les conditions sont pour le moins exigeantes. Le M23 demande des garanties de sécurité, la démilitarisation complète de la ville, des mesures de protection pour les civils et surtout le déploiement d'une force neutre. Attendez, une force neutre. Mais qui pourrait bien jouer ce rôle? La mission de l'ONU sur place, la MONUSCO, est déjà débordée et critiquée. C'est quasi impossible à mettre en place rapidement. On dirait qu'il pose des conditions irréalisables pour pouvoir dire ensuite « Voyez, on voulait bien partir, mais c'est pas de notre faute si ça échoue. » C'est exactement l'analyse qu'on peut en faire. Est-ce que c'est une vraie concession ou est-ce que c'est une manœuvre tactique brillante? En posant des conditions aussi difficiles à remplir, le M23 gagne du temps. Il calme la pression internationale et il se donne le beau rôle, tout en pouvant rejeter la responsabilité d'un échec sur le gouvernement congolais ou sur la communauté internationale. C'est un coup de maître en communication de crise, en fait. Et pendant que le M23 joue cette partie d'échecs sur le terrain, à Kigali, j'imagine qu'on ne reste pas les bras croisés. On change complètement de disque. Complètement. La contre-offensive médiatique, elle est menée par le journal pro-pouvoir The New Times. Et là, on oublie l'agression de la RDC. L'angle, c'est que la coalition gouvernementale congolaise mènerait une, je cite, « campagne d'extermination ciblée contre les civils Banyamulenge ». On entend souvent ce nom, les Banyamulenge. Qui sont-ils exactement, pour qu'on comprenne bien? Ce sont des Congolais, des citoyens de la RDC, mais d'ethnie Tutsi. Ils vivent depuis des générations dans la région du Kivu. Le Rwanda, qui est dirigé par des Tutsis depuis la fin du génocide, a systématiquement utilisé l'argument de leur protection pour justifier ses interventions militaires au Congo. En remettant ce discours sur la table, Kigali tente de retourner la situation. Ils ne sont plus les agresseurs, mais les protecteurs d'une minorité menacée de génocide. C'est une stratégie de justification historique, politique, qui est extrêmement puissante et sensible dans la région. Ça vise à la fois à mobiliser sa propre population et à semer le doute à l'international. On parle de pions sur un échiquier, de communiqué, de stratégie. Mais on oublie presque que pendant que les puissants jouent leur partie, sur le terrain, c'est une véritable tragédie humaine qui se déroule. Les conséquences de cette escalade sont terrifiantes. Et les chiffres donnent le vertige. L'UNICEF rapporte que depuis le 1er décembre seulement, donc en quelques semaines à peine, plus de 500 000 personnes ont été déplacées, rien que dans la province du Sud Kivu. Un demi-million. Un demi-million de gens jetés sur les routes. Parmi eux, plus de 100 000 enfants. C'est inimaginable. C'est ahurissant. Et il y a aussi ceux qui fuient le pays. Oui, en seulement 4 jours, 40 000 Congolais ont fui vers le Burundi voisin. Il faut s'imaginer ce que ça veut dire. 40 000 personnes, c'est une ville comme Vichy ou Châteauroux qui se vide complètement en un week-end. C'est un exode biblique, soudain et désespéré. Et le pire, c'est que ces chiffres effroyables viennent s'ajouter à une situation qui était déjà l'une des pires au monde. À l'échelle de toute la RDC, on comptait déjà un peu plus de 5 millions de déplacés internes et plus de 24 millions de personnes en insécurité alimentaire. Ce n'est pas une nouvelle crise, c'est l'aggravation exponentielle d'une catastrophe humanitaire permanente. Chaque manœuvre militaire, chaque communiqué se paie en dizaines de milliers de vies brisées. Face à cette situation intenable, le gouvernement de Kinshasa a décidé de jouer sa carte maîtresse en portant le combat directement au Conseil de sécurité de l'ONU. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, y a fait un discours extrêmement fort. Et avec des demandes d'une clarté redoutable. Ce ne sont pas de vagues appels à la paix, non.
La liste est très concrète et elle vise à isoler totalement le Rwanda. La première demande, ce sont des sanctions ciblées contre les responsables rwandais. Ça, c'est assez classique, non? C'est classique, mais c'est un premier pas nécessaire pour nommer les responsables. Mais c'est la deuxième demande qui est une véritable bombe. Un embargo total sur les minerais exportés comme étant rwandais. Ah oui, là on touche directement au portefeuille. C'est une attaque au cœur du modèle économique rwandais. Un modèle accusé depuis des décennies de piller les richesses minières du Congo et de les réexporter comme si elles étaient siennes. Exactement, c'est la demande la plus redoutée à Kigali. Et la troisième est tout aussi forte sur le plan symbolique. La RDC demande la révocation du statut du Rwanda comme pays contributeur de troupes aux missions de maintien de la paix de l'ONU. Le message est simple, on ne peut pas être un pyromane chez son voisin et un pompier ailleurs dans le monde sous le casque bleu de l'ONU. C'est une façon de dénoncer ce qu'il considère comme une hypocrisie totale. Et pour conclure, la ministre a mis le Conseil de sécurité au pied du mur. Elle a lancé un avertissement qui sonne comme un ultimatum. Elle a dit, je la cite, « Soit l'ordre international accepte d'être ouvertement bafoué, soit ce Conseil assume ses responsabilités. » C'est un appel d'une puissance rare. Elle ne demande pas la charité, elle met le Conseil de sécurité face à ses propres principes. Face à sa crédibilité, elle leur dit « Si vous ne faites rien face à une violation aussi flagrante de la souveraineté d'un État membre, alors à quoi servez-vous » C'est un défi qui est lancé à l'ensemble de l'architecture de sécurité internationale. Donc, si on essaye de résumer ce tableau incroyablement tendu, d'à côté, on a les États-Unis qui tapent du poing sur la table comme jamais. En réaction, le M23, soutenu par le Rwanda, fait un semblant de recul très tactique sur le terrain. Pendant ce temps, le Rwanda crie au complot, ressort son argumentaire sur la protection des minorités, et au milieu de ce cyclone géopolitique, une catastrophe humanitaire qui s'aggrave d'heure en heure, et un appel au secours de la RDC qui met l'ONU face à ses responsabilités. Tout à fait. Et cette demande congolaise d'un embargo sur les minerais, elle nous oblige à poser une dernière question, peut-être la plus importante. Elle met en lumière un aspect fondamental, mais souvent caché de ce conflit qui n'en finit pas. Au-delà des tensions ethniques, au-delà des ambitions politiques régionales, la question qui se pose est la suivante. Dans quelle mesure les intérêts économiques mondiaux liés à l'exploitation des ressources exceptionnelles de cette région, le coltan pour nos téléphones, le cobalt pour nos batteries de voitures électriques, dans quelle mesure ces intérêts continuent-ils d'alimenter ce cycle de violence? Et si les grandes puissances et les multinationales ont une part de responsabilité dans le maintien de ce chaos, cela ne rend-il pas les solutions purement diplomatiques ou militaires finalement insuffisantes pour briser ce cycle infernal?